Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lauriane. Salut Lauriane. Hello. Où on va parler, sur cet épisode un petit peu spécial, on va parler d'idées reçues dans la location courte durée. On va un peu casser comment on pourrait dire ça, des clichés qui apparaissent de plus en plus dans la location courte durée, que nous on constate avec Lauriane au fil de nos échanges avec différents professionnels du secteur, exploitants, investisseurs. Et on voulait profiter de cet épisode pour justement changer de point de vue et se dire que ce n'était pas forcément la vérité. Avant de commencer cet épisode, et après avoir demandé à Lauriane comment elle allait, je voudrais vous parler du site espritbnb.com qu'on a lancé donc il y a quelques semaines maintenant, où vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast, mais pas que, comme le dit si bien Lauriane. Vous pouvez retrouver tous les services qu'on propose aussi dans le cadre du podcast à Esprit BNB, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver les cadeaux qu'on vous offre au travers des différents épisodes, mais vous pouvez aussi y retrouver toutes les formules d'accompagnement qu'on peut vous proposer pour vous aider à booster votre location courte durée, que vous soyez investisseur, que vous soyez sous-loueur ou un professionnel de la location courte durée comme les conciergeries. Vous pouvez retrouver toutes nos offres sur le site, donc espritbnb.com. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour avoir toutes les informations chaque mois. Enfin presque, on essaye au maximum de faire la newsletter de manière régulière. Si vous voulez les infos en temps réel, le mieux, ça reste la page Instagram Esprit BNB qui est gérée par Lauriane et qui se fera un plaisir de répondre à vos questions en DM si jamais vous en avez. Lauriane, maintenant, comment vas-tu ? Moi, je suis fatiguée, donc vivement les vacances. Là, on est début juillet, ça va faire du bien. Enfin, quoique je dis vivement les vacances, mais je sais même pas si j'aurai le temps d'en prendre. Là, je reviens d'une super journée de marchand de biens avec le groupe Green Bull où j'étais à Cannes. Mais vous voyez, moi, Strasbourg, l'aller-retour à Cannes, c'était un peu Tu compliqué. traverses la France, quoi. Ouais, je traverse la France, quoi. Et pour arriver à Cannes, où il y a de la flotte, alors que chez nous, pour une fois, il fait beau, tu vois. Mais non, hyper enrichissant. J'ai rencontré plein de gens là-bas. Donc j'ai plein de trucs à dire aussi pour cet épisode. Pour cet Mais épisode, on va casser du cliché. Mais oui, parce que j'en ai eu plein. J'en ai eu plein du cliché. Donc ça nous a inspiré. Et ouais, sinon, moi, j'avance dans mes travaux. Mais effectivement, je suis un peu fatiguée. Vivement que ça se termine. Et voilà. Et puis, vivement, franchement, que j'arrive à trouver du temps pour prendre des vacances. Alors, je t'entends fatigue. Je vois aussi pas mal sur les réseaux sociaux là, des messages de personnes qui semblent fatiguées par la tension qui existe en ce moment et le fait que les calendriers de réservation s'en ressentent. On a le sentiment que sur ce mois de juin qui se termine, sur le mois de juillet qui arrive, en fait, il y a une sorte d'attentisme de la part des voyageurs et que finalement les calendriers ne se remplissent pas aussi vite que les années passées. Est-ce que toi, tu as ce phénomène ? Est-ce que tu constates ça ? Alors, ça dépend des appartements. Effectivement, j'ai sur un de mes appartements où c'est beaucoup plus calme, alors que je l'ai sur Airbnb, Booking, Abritel, Le Bon Coin, tu vois, de la réserve en direct et tout ça. Donc, je l'ai à peu près partout. Et effectivement, sur celui-là, c'est plus calme et je joue beaucoup plus de promotions que d'habitude pour pouvoir le faire fonctionner et remplir mon calendrier. Après, j'ai d'autres apparts où là, il n'y a pas de souci parce que extrêmement bien placé, parce que super décoration. Donc déjà, ils se démarquent des autres. Donc, j'ai même pas vraiment besoin de faire de promo. Mais par contre, ce que je vois, où il y a le côté stressant et lassitude, c'est que c'est beaucoup de résas de dernière minute. Énormément. Ouais. Alors qu'avant, les calendriers, tu vois, étaient pleins. Des fois, tu as un mois à l'avance, tu avais ton calendrier qui était déjà quasiment plein. Et là, là, tu sais que ça arrive, mais au compte-gouttes, quoi. Ouais, donc ça rajoute du stress au stress ambiant qui est actuellement. Ouais, c'est un peu la problématique que je constate, c'est qu'aujourd'hui, ouais, les taux de remplissage diminuent un peu. Mais c'est surtout en fait les réservations qui tardent à arriver et avec des réservations qui tombent vraiment quasi au dernier moment. Bon, on le dit souvent, année électorale, c'est année compliquée.
Ouais. Là, en fait, on n'était pas une année électorale, mais ça tombe Là, on a par hasard. électoral, Jeux olympiques, là, on a tout. Voilà. Là, faut imaginer certainement que sur les week-ends d'élection, faut imaginer que certains renoncent à partir en week-end ou même en vacances pour pouvoir aller voter parce Voter, qu'ils ne ouais. font pas forcément de procuration. Ça, c'est un point qui n'est pas à négliger parce que même si c'est une minorité, on sait qu'une minorité de gens peuvent faire bouger un marché. On n'a qu'à prendre les bouchons. Si vous prenez 10% de personnes en plus à l'heure de pointe, c'est pas un bouchon que vous avez, c'est un mur. Donc là, c'est la même chose. En fait, si 10% de gens réservent en moins, il n'y a plus de tension. Ça enlève toute la tension des réservations et donc du coup, ça laisse beaucoup plus de choix aux 90% restants. Et donc, les réservations sont beaucoup plus tardives. Et comme tu le disais, après, on enchaîne avec les JO qui vont durer un moment. Donc du coup, voilà, on sait déjà que ça va être le bordel à Paris et dans quelques autres villes de France, mais j'en reviens, tu parlais des Français avec les élections, mais tu vois, moi je suis frontalière, on a l'Allemagne, et j'ai l'écho des Allemands qui, au vu justement des élections et des nouvelles qui arrivent, n'ont pas trop envie de venir en France non plus, parce qu'ils savent qu'on est quand même un peuple où on aime bien aller dans la rue manifester, et que finalement ils se disent, là le climat il est un petit peu chaud chez vous, on va attendre et on viendra pas tout de suite, tu vois. Donc je pense que ça peut y jouer aussi pour la clientèle étrangère qui regarde un petit peu les infos. Mais tu vois, moi je regardais, c'était hier sur RDNA, la tendance sur Strasbourg où le nombre d'annonces a explosé depuis l'année dernière, mais vraiment explosé. On en parlait la semaine dernière aussi sur Mulhouse avec Romain qu'on a reçu, où il y a beaucoup plus d'annonces. Et là, au 1er juin, sur 3300 annonces, un truc dans le genre, il y en avait encore 2004 ou 2005 qui étaient disponibles. C'est juste énorme. Mais ce serait intéressant de comparer par rapport au nombre de chambres hôtelières qui sont proposées, Ouais, parce que c'est tu ça. vois, Ouais. il y a peut-être aussi une saturation du marché dans ces coins-là. Ça me permet de rebondir sur l'épisode de Romain de la semaine dernière. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, cet épisode, je vous invite vraiment à le faire parce qu'il y a beaucoup de clés de compréhension. On a analysé ces annonces sur Airbnb pour Romain a trouver... 3 Airbnb sur Mulhouse, il va en ouvrir un 4e. Ouais. Voilà, il avait une problématique, c'est qu'il avait bien automatisé tout son business, mais derrière, il n'arrivait pas à faire augmenter son taux de réservation. Donc, on a analysé, on a constaté quelques problématiques. Je vous invite à écouter l'épisode parce que je pense que les problématiques qu'il a rencontrées, enfin qu'il rencontre, On les a tous. Hein. tout le monde les a. La majorité des gens les ont et on lui fournit des clés. Et si vous voulez avoir une analyse personnalisée de votre annonce, n'hésitez pas à revenir vers nous via le site espritbnb.com. Vous allez voir, il y a toutes les informations de ce qu'on peut vous proposer pour vous faire une analyse détaillée et vous faire des préconisations et recommandations personnalisées. Je reviens sur les clichés qu'on est censé casser aujourd'hui. Tu vois, on parlait du fait qu'il y ait qu'il y ait beaucoup de nuitées, qu'il y ait peut-être une saturation du marché dans certaines villes, la difficulté de remplir. Le premier cliché que je voudrais casser aujourd'hui, quand même, c'est la LCD, donc la location courte durée. C'est plus rentable. C'est fini. L'Eldorado est fini. On en parlait en préparant l'épisode. Je sais que toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Pas du tout. Moi non plus. Mais on va expliquer pourquoi on n'est pas d'accord. Mais pourquoi il y a quand même un fond de vérité là-dedans. Lauriane, je te laisse dire pourquoi toi, tu n'es pas Alors, il d'accord y a un avec ça. fond de vérité là-dedans parce qu'il y a quelques années, c'était extrêmement facile de faire de la location courte durée, vu qu'il y avait beaucoup moins de concurrence et qu'on n'avait pas le climat comme on a maintenant, qui est un peu plus compliqué cette année. Mais là où je suis pas d'accord là-dessus, c'est sur le fait que effectivement, si tu te professionnalises correctement, tu fais bien les choses, que tu as un bon appart, que tu as un bon service, que tu as la belle déco qui va avec, que tu te démarques et que tu réponds aux besoins en fait de la clientèle qui va venir chez toi, ça va fonctionner. Clairement, et que tu n'es pas obligé de casser les prix. Alors je disais oui tout à l'heure en intro que sur un de mes appartements, j'ai descendu mes prix, mais parce que ça c'est un appartement à la campagne et que je vois qu'avant j'avais beaucoup de professionnels, sur celui-là j'en ai moins. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, il faudrait que je me pose la question, mais j'en ai moins. Mais ceux que j'ai en ville, les appartements, ceux-là, comme j'ai bien coché toutes les cases de ce qu'on conseille tout le temps, ça fonctionne bien.
Et bah, toujours le truc de ne pas rester sur qu'une seule plateforme. Toi, j'ai un appartement au centre-ville où je suis conciergerie dessus et la propriétaire ne veut pas aller sur d'autres plateformes. Bah, je dis pas, je sors les rames, il est plus compliqué celui-là. Mm. J'arrive à le faire fonctionner, mais c'est un peu plus difficile que si je combinais avec Booking ou d'autres plateformes, clairement. Oui, c'est pour ça qu'on dit quand j'entends la LCD, c'est plus rentable, notamment au regard des évolutions fiscales qui vont arriver. Mm. Euh, moi, moi, je trouve que déjà, c'est dire une énorme bêtise que dire que la LCD n'est plus rentable. Effectivement, la LCD, la location courte durée faite comme il y a 10 ans, où on va louer un bout de chambre ou un appartement sans charme, sans déco, sans valeur, effectivement, ça, c'est plus rentable, c'est plus Il y a un peu plus de intéressant. boulot maintenant. C'est pas ce que recherchent les voyageurs, notamment s'ils vont sur Airbnb, parce que s'ils doivent avoir un truc froid et sans âme, bah, ils prennent un hôtel classique. Et encore que maintenant, même les hôtels les plus basiques cherchent à faire du coup de cœur dans la chambre. Euh, Là où je suis encore moins d'accord avec le fait que la LCD ce ne soit plus rentable, c'est que quand on ne voit que par le cash flow. Effectivement, les cash flows peuvent avoir diminué, notamment pour ceux qui ont investi récemment ou qui investissent cette année, mais ceux qui ont investi il y a 5 ou 6 ans quand les prix étaient hyper intéressants de l'IMO et que les crédits étaient hyper intéressants également, les taux étaient bas. Aujourd'hui, même en baissant les prix à la nuitée, on génère du cash flow, même s'il est plus bas qu'avant. Aujourd'hui, ceux qui investissent en LCD vont avoir moins de cash flow que ceux qui ont investi il y a quelques années. Mais à côté de Clairement. ça, c'est oublier le fait que vous remboursez un capital auprès de la banque et qui est financé par les voyageurs et qu'en fait vous avez un effet de levier qui est monstrueux, même si vous avez dû investir les frais de notaire, même si vous avez dû mettre 10% d'apport, derrière l'argent qui est généré, le capital que vous remboursez chaque mois, vous allez retomber sur vos pattes. Donc il y a un côté patrimonial, et donc de dire que c'est pas rentable quand on, par exemple, sur un bien à 100 000, on a investi 10 000 et que dans 20 ans, vous aurez 100 000 sur votre compte, vous aurez fait quand même une belle culbute et vous aurez mis que 10 000 euros de votre poche. Voilà. Ça, et c'est surtout, c'est que tu le rentabilises bien mieux que si tu faisais de la location longue durée dedans. Oui, tu le Donc, rentabilises beaucoup plus vite. beaucoup plus Tu vite. vas, tu vas, Donc, tu vas rembourser ton c'est ça. capital. Enfin, pour ceux qui voudraient aussi rembourser le capital Alors, je dis pas plus ceux vite. qui font en sous-location, on parlait en off, ceux qui sont en sous-location. Bon, là, c'est peut-être un peu plus compliqué et il faut peut-être un peu plus bosser qu'à l'époque. Mais effectivement, quand tu achètes ton appartement, eh bien, ton patrimonial, mine de rien, tu le rembourses quand même plutôt pas mal. Alors oui, je reviens au fait que il faut sortir un peu plus les doigts maintenant qu'il y a quelques années où c'était très facile et où il y avait moins de concurrence. Et c'est pour ça aussi que maintenant, on parle plus des upsells, donc des options qu'on peut vendre à nos clients et tout ça, ce qu'on faisait pas avant. Mais avant, c'était très rare qu'on fasse de l'arrivée anticipée, du départ tardif, qu'on propose des ménages en plein milieu du voyage, qu'on propose des serviettes supplémentaires. Et Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on ne proposait pas avant et qu'on propose maintenant parce que, alors oui, ça nous donne un peu plus de boulot, mais par contre, on augmente notre chiffre d'affaires, notre marge, notre cash, voilà. il y a cette question-là. C'est vrai que quand on gagne, j'allais dire, quand on a des problèmes de riches, quand on gagne beaucoup d'argent, entre guillemets, hein, je schématise, Mais oui. ne m'insultez pas quand je dis qu'un propriétaire en location courte durée pouvait gagner beaucoup d'argent, mais quand il y avait un bon taux de remplissage, un bon tarif à la nuitée, et donc le chiffre d'affaires qui était généré Le permettait de faire un crédit gros super cash va et flow, tout. vous ayez un cash flow confortable, pourquoi faire suer, Mhm. pour être poli, à aller faire un upsell pour faire une arrivée anticipée ou un départ tardif. Clairement. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on est dans une contrainte où le cash flow se réduit, il faut aller chercher la marge là où elle est. Là où on va enfoncer une deuxième idée reçue, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas confondre rentabilité et difficulté opérationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui disent mais c'est pas assez rentable par rapport au travail que je fournis pour générer les revenus de la location courte durée. C'est-à-dire qu'avant, ouais, c'était très rentable et j'y passais très peu de temps. Aujourd'hui, j'ai baissé en rentabilité et j'y passe peut-être le même temps, mais du coup, je gagne moins par rapport au temps que j'y mets. Et donc, la deuxième idée reçue qu'on va casser aujourd'hui, c'est que la LCD, c'est 100% automatisable.
Aujourd'hui, moi, quand j'entends, en fait, j'ai des locations courte durée et je n'interviens plus, ça tourne tout seul. C'est pas vrai. Sinon, tous ceux qui ont des meublés se diraient, bah attends, je vais faire de la LCD aussi. Si c'est 100% automatisé, pourquoi je mettrais une location longue durée? Euh, donc, non, c'est pas 100% automatisable. Les problèmes, il faut toujours les gérer. Il y a un dicton que j'adore et que Lauriane commence à connaître par cœur. Je vais me le faire tatouer. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de business. Donc, le cash flow que vous allez générer en supplément par rapport à une location classique, il vient de cette capacité à proposer un service euh, avec plus de valeur ajoutée, et encore. Là, on a une notion philosophique entre qu'est-ce qui a le plus de valeur, une location classique ou une location courte durée pour les gens. Mais derrière, vous savez que vous allez gérer potentiellement beaucoup plus de problèmes en location courte durée qu'en location longue durée. Et c'est aussi pour ça que vous allez faire plus comment dire, de cash flow, que vous allez générer plus d'argent avec les loyers. Donc, j'en reviens juste à l'automatisation. C'est pas parce que tu automatises tout, comme tu le disais, que tu n'as jamais de soucis. Tu peux avoir une serrure connectée et un jour, elle fonctionne plus. Il y a plein de choses comme ça. Alors oui, alors moi souvent quand j'ai une serrure connectée, petite astuce, j'ai toujours une boîte à clés quelque part au cas où, si elle fonctionne pas, qu'il y a un problème. Mais tu as toujours un petit truc. Donc, et puis même si tu as ta boîte à clés, il faut que tu ailles prévenir ton locataire. Mais c'est ça, il faut quand même que tu envoies un message, il faut quand même que tu aies prévu tout ça, que tu aies fait ta petite vidéo avant pour qu'il puisse trouver la boîte à clés et tout ça. Donc, même si tu automatises, même si tu fais les vidéos, les QR codes, que tu fais tout, il y aura toujours quelque chose où juste la personne qui n'a absolument rien regardé et qui t'appelle à 23h, qui est devant la porte et qui dit comment je fais, alors que tu avais tout prévu. Moi, même avec Samy, nous on rajoute encore le SMS le matin quand ils arrivent avec le livret d'accueil dedans, avec la vidéo explicative. Donc, ils ont le mail, le SMS, ils ont tout. Et encore, des fois, ça t'appelle. Et là, je disais, c'était hier ou avant-hier sur un groupe Facebook de conciergerie, où des gens disaient, ouais, mais finalement, une conciergerie, maintenant que tout est automatisé, ça sert à rien. Bah oui et non. Ça sert, je crois, aussi à la tranquillité d'esprit, conciergerie ou pas, hein, si tu le fais, si tu fais toi-même tes appartes, parce que même si tu automatises, tu n'as jamais quand même cette tranquillité d'esprit. Parce que tu sais très bien qu'à un moment donné, il peut y avoir quelque chose qui tombe en panne ou qui fonctionne pas. Et donc, tu es quand même toujours marié avec ton téléphone pour le au cas où que. Et de toute façon, ça reste un métier d'humain. C'est parce qu'il y a de l'humain, qu'il y a du voyageur, en fait, il y a beaucoup d'entrées et de sorties, que ça va générer de l'extra monnaie par rapport à un loyer classique. Donc, il faut aussi accepter le fait que 100% ne soit pas automatisable, parce que je vous rassure, si demain tout est 100% automatisable en LCD, il y a des acteurs qui sont bien plus gros que vous, qui vont arriver sur le marché. Et eux, si c'était 100% automatisable, je vous assure, hein, ils ne laisseraient pas la place à des petits acteurs indépendants. Ouais. Ce qui fait aujourd'hui qu'il n'y a pas des mastodontes de la LCD, c'est parce que ce n'est pas 100% automatisable. Si c'était 100% automatisable, il y aurait 3 gros acteurs en France de la LCD et ce serait fini. Vous n'auriez même pas l'occasion. Vous n'auriez pas l'occasion de faire de la LCD. Donc, c'est vraiment une idée reçue de se dire que c'est 100% automatisable. Là où il faut par contre mettre un bémol sur ce que je dis, c'est que beaucoup d'actions peuvent, elles, être automatisées et que si vous ne le faites pas, vous allez retourner sur l'idée reçue numéro 1, c'est que c'est pas rentable. Effectivement, si vous automatisez pas les messages, si vous automatisez pas la gestion de vos prix, si vous automatisez pas un certain nombre d'actions et que vous devez toutes les faire en manuel, oui, effectivement, là, ça devient extrêmement chronophage et par rapport au cash flow que vous générez, vous n'êtes pas rentable. Donc, c'est aussi ça qu'il faut bien prendre en compte. Voilà. C'est pas 100% automatisable, mais déjà quand vous êtes atteint le 90, vous avez quand même 10% à traiter, mais 90% du boulot est fait. Donc ça, c'est très important de le noter. Il faut choisir le bon channel manager, celui qui correspond à ses vrais besoins, ou comme le disait, on a fait un épisode avec Yann. Les gentlemen d'investisseurs, ouais. Où il disait, lui, il n'automatisait pas avec un channel manager parce qu'en fait, il ne voyait pas l'utilité. Il faut bien prendre en compte des fois que le coût de l'automatisation est supérieur à ce que ça peut vous rapporter, que ce soit en temps, donc il faut toujours bien calculer son truc et ne pas automatiser en amont
d'avoir eu les problèmes. Il Je faut rebondis. bien avoir identifié les problèmes avant d'automatiser les solutions. N'automatisez pas des solutions s'il n'y a pas de problème. Et je rebondis sur ce que tu dis. Le job aussi d'un chef d'entreprise, parce que pour le coup, quand vous avez ne serait-ce qu'un seul appartement en location courte durée, vous devenez chef d'entreprise, hein, vous avez un business à faire fonctionner. Le boulot d'un chef d'entreprise, outre de régler les problèmes, c'est quand il y a des choses qui fonctionnent, quand par exemple on a un abonnement euh, d'électricité, quand on a un abonnement d'une box, quand on a une assurance, plein de choses, c'est que très régulièrement, chaque année ou tous les 2 ans, il faut faire le tour un peu de tout ça, il faut comparer les prix. Et souvent, on se dit, bon, voilà, j'ai une assurance et je garde mon assurance pendant 10 ans. Non, en fait, il faut faire jouer la concurrence pour faire descendre les prix. Votre assurance, elle va toujours... Un exemple tout con, hein, tu as une bagnole, ta bagnole, chaque année, elle va perdre de la valeur, mais pourquoi ton assurance, elle monte chaque année, tu vois? C'est rarement qu'elle descend. Et donc, c'est ça le truc, c'est que il y a plein de postes qui, régulièrement, il faut aller les voir, il faut renégocier, il faut voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre d'intéressant pour ne pas avoir des coûts qui montent, mais au contraire, essayer soit de les garder au même niveau, soit carrément de les faire descendre parce qu'il y a une offre meilleure à ce moment-là. Et donc, grâce à ça, vous augmentez de nouveau votre marge. Oui, il faut bien tout prendre en considération. Le boulot du chef d'entreprise, vous déclarez quand même les revenus en bénéfices industriels et commerciaux. Donc, c'est quand même une vision entrepreneuriale qu'il faut avoir. Et ça va me permettre d'enchaîner sur la troisième idée reçue, c'est qu'il faut avoir une vision, non pas de copains qui viennent louer vos logements, mais bien de clients. Et ne pas... quand je lis sur les réseaux sociaux, les commentaires, j'ai beaucoup le sentiment de se dire, tiens, tous les voyageurs, c'est des salauds. J'exagère un peu, hein, mais entre ceux qui vont avoir cassé une assiette, ceux qui vont avoir, les enfants vont avoir tiré un rideau et vont avoir abîmé un rideau, ceux qui vont avoir sali les draps ou ceux qui vont pas avoir vidé la poubelle de la salle de bain, oui, mais en fait, c'est pas vos copains. C'est des gens qui payent pour avoir un service. Alors effectivement, quand il y a des dégradations, on tombe sur des gens plus ou moins honnêtes. Ça peut arriver de casser une assiette, ça peut arriver. Mais s'il n'a pas fait le lit en partant et qu'il n'a pas vidé la poubelle, ça reste un client. Donc tous les voyageurs ne sont pas sympas, tous ne sont pas délicats, mais c'est vrai que je pense que c'est une extrême minorité que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un effet loupe sur ces problématiques-là. Vous allez avoir dans les groupes Facebook quelqu'un qui va montrer, là j'ai vu quelqu'un qui montrait une poubelle qui avait pris feu parce que les voyageurs avaient jeté des je l'ai vu braises dans aussi, la poubelle. celui-là. Tu l'as vu aussi. Je l'ai vu ce matin. Bon, et forcément, tu vois, tu l'as vu, ça va impacter les 1000 personnes qui vont avoir vu cette photo-là en se disant et faire une projection en disant si ça m'arrive. Mais à combien de personnes c'est arrivé d'avoir un feu de poubelle parce que quelqu'un a jeté des braises dans la poubelle. Voilà. Donc c'est ça, c'est le problème des réseaux sociaux en fait. En général, c'est que on va toujours venir râler et dire le problème qu'on a eu, mais ils ont sali mes draps, comme tu as dit, enfin tous les soucis, la poubelle, ils l'ont cramé et tout ça. Et on y va très rarement pour dire tout se passe bien. Regardez, ceux-là sont partis, ils m'ont nettoyé l'appartement. Et je pense que juste faites cet exercice-là. Vous imaginez que vous êtes coupé des réseaux sociaux. Alors, pas si vous venez de commencer, mais si ça fait un petit bout de temps que vous faites déjà de la location saisonnière. Et essayez de réfléchir à qu'est-ce qui vous est arrivé, le nombre de fois, des choses vraiment importantes qu'on vous a abîmées. C'est pas si énorme que ça, en fait. Ouais, et puis s'il n'y avait pas cette crainte, il y aurait beaucoup plus d'acteurs qui feraient de la location courte durée aussi. Ce qui freine les gens aujourd'hui, d'ailleurs, faites-leur encore notamment plus les peur, propriétaires, c'est ceux qui font les propriétaires qui font pas de location courte durée. Pourquoi ils y vont pas? Parce qu'il y a aussi cette crainte du locataire indélicat et ceux qui investissent pas en disant non mais attends, t'as vu tous les problèmes qu'il y a à gérer. J'étais encore sur Facebook hier, j'ai vu un mec, sa poubelle elle a pris feu ou ils ont cassé sa plaque vitrocéramique. Ouais, ils ont cassé sa plaque. Ouais, ça fait partie des aléas du business. Vous prenez un commerçant qui va avoir une boutique, il va avoir des vols, il va avoir de la casse, il va avoir sa facture d'électricité qui augmente. À un moment, s'il n'y a pas de problème, vraiment, il n'y a pas de business. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a quand même les assurances qui existent, que ce soit avec Airbnb et Aircover, qui est les cautions
ou même via votre assurance directement Bah, sur il faut l'activité. avoir en fait Airbnb, enfin il faut Mm, avoir le AirCover, il faut que tu aies, si tu es sur Booking, il faut que tu prennes une caution, clairement. Et puis il faut surtout avoir une très bonne assurance à côté, toi, hein, pour ton appartement, enfin pour tes logements. Et alors on en parlait la semaine dernière avec Samy, moi je leur dis qu'il faut avoir une assurance perte d'exploitation. oui, en Ils cas t'expliquent. d'indisponibilité du Bah, logement si suite ton à une appart pendant problématique. 15 jours, tu es obligé de tout refaire parce que il faut Bah, repeindre les typiquement, murs, la faut des poubelle qui a pris feu, bah, ça, là, il a tout à refaire dans sa cuisine. Voilà, c'est pas fait en 24 heures, tu vois? Donc pour le coup, faut quand même que tu aies une assurance perte d'exploitation. Alors c'est pareil, ça aussi, hein, il faut voir, c'est un coût à calculer parce elles sont pas peu chères, hein, les assurances perte d'exploitation. Mais non, non, ça c'est important de l'avoir parce que, bah, si, pour vous, quand vous avez un crédit, se dire pendant 3 semaines vous louez pas, ça peut poser problème. Des fois, peut-être que vous remboursez pas bien votre crédit, vous va falloir mettre, la main à la poche. Bah, c'est peut-être pas négligeable d'avoir cette assurance, là mm, pour ça, quoi. mm. Après, moi, d'un point de vue de non-exploitant, mais plus de marketeur, euh, ne voyez pas vos clients comme, n'ayez pas peur de vos clients. N'ayez pas peur de problèmes que vous n'avez pas encore eu. Ne vous rendez pas malade avec des problèmes que vous n'avez pas rencontrés. Pas encore rencontrés. Après, on peut Il faut déjà il y a certaines choses qu'on peut anticiper, tu vois? Clairement, moi, le gars qui est avec la poubelle, je me dis: «Bah, OK, bah, déjà mettre tu un s extincteur dans déjà le... tu mets un extincteur, tu mets une poubelle, en acier, ou peu importe, mais pas une poubelle en plastique, avec couvercle, comme ça, si jamais ça pose problème, enfin, tu vois, ça fait ça te permet aussi des fois ce genre de petits problèmes que tu vois, de te dire: «OK, bah, ça va me permettre d'anticiper». Hmm. Et à force Bah, ça, d'anticiper dans ces appartements, voilà, on a presque plus de problèmes. c'est de se dire, moi, il y a eu ça, un incendie, mais en fait, tu vois, là, plutôt que se dire, oh là là, ça pourrait arriver dans mon appartement, c'est de se dire, c'est arrivé dans un appartement, mais est-ce que moi, dans mon logement, Mmh. j'ai mis un extincteur? Mais ça, Tu c'est vois? dingue parce qu'en fait, moi, j'ai partout des extincteurs. Alors déjà, avant que j'ai le feu à la ferme, hein, au mois d'octobre, mais non, nous, on a partout des extincteurs parce que voilà, je fais pas trop confiance aux gens. Je me dis toujours, s'ils savent pas trop quoi faire. Mais c'est surtout, moi, ce que je trouve dingue, c'est que les plateformes ne t'imposent pas. Hmm. Tu vois, on te Un, demande un maintenant à hôtelier va cocher. être obligé Ouais. d'avoir des extincteurs dans les couloirs. Peut-être qu'un de ces quatre, ils nous l'obligeront, je pense. Mais enfin, pour moi, c'est la base, hein. C'est la un, base. un extincteur, ouais, c'est. Mais voilà, il faut plutôt le voir comme ça, plutôt que se dire, tiens, je vais encore avoir des problèmes avec mes voyageurs. Les voyageurs, il y aura toujours des problèmes. Ça, c'est la réalité. Mais il ne faut pas se dire qu'on va en avoir, parce que sinon, c'est un coup à se dégoûter du métier. Mm. Et on l'a tous au moins vécu une fois dans sa vie, c'est de rentrer dans un magasin avec un vendeur ou une vendeuse qui fait la tronche, parce que elle en a marre des clients qui lui posent des questions, elle ou il, pardon. Moi, je l'ai vécu avec une vendeuse, Mm. débile. Et bah, quand on a ce genre de situation qui nous arrive, bah, on vit pas bien l'expérience du magasin. Donc, imaginez si vous êtes comme ça en fait avec vos voyageurs, bah, ils vivront pas une bonne expérience. La possibilité de mettre une mauvaise note va être accrue, et derrière, la probabilité qu'ils reviennent, bah, elle est quasi nulle. Alors que si vous n'êtes pas sur vos gardes, si quand ils vous envoient une question, vous n'êtes pas là, oh là là, qu'est-ce qu'il y a encore me solliciter pour une question bête, et que quand vous répondez par exemple au téléphone, vous êtes souriant, même si la question elle est débile, même si vous l'avez déjà entendue 20 fois, bah en fait vous êtes là pour vous, c'est peut-être la 20e fois que vous l'entendez, mais par contre votre voyageur, lui, c'est la première fois qu'il la pose, et il est dans une ville qu'il ne connaît pas, dans un logement qu'il ne connaît pas, et ben effectivement il vous pose des questions. Et après vous tomberez toujours sur les cas exceptionnels, Ouais, mais du c'est gars qui rare, va pas c'est être vraiment content rare. parce que le train qui passe au bout a fait trop de bruit, parce que le coq du voisin chante, parce que voilà. Mais ça, c'est des éléments, C'est personne rare quand même. Ouais. n'est stupide. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que il y a deux facteurs énormes qui vont influer sur votre vision de la location courte durée. Vous avez d'une part, donc ce qu'on a dit déjà, cet effet loupe des réseaux sociaux où on va aggraver des problèmes qui arrivent chez les autres. C'est un peu le même effet que l'effet divers dans le journal, où il va y avoir un truc grave qui va se passer dans un village en France, et on va se dire, oh là là, ça pourrait arriver chez moi. Et on a l'extrême inverse, mais c'est toujours l'effet loupe des réseaux sociaux, avec c'est magnifique, c'est génial, moi je génère X milliers d'euros de cash flow,
des personnes qui se survendent via les réseaux sociaux. Et en fait, il n'y a pas sur les réseaux sociaux ce juste milieu de l'entrepreneur qui est dans la moyenne ou C'est même pour dans ça la on est moyenne là, nous. supérieure. Et moi le premier, hein, quand on regarde ça, on se dit merde, mais j'ai raté un truc. Moi, je commence la course à pied. Les réseaux sociaux, soit je tombe sur ceux qui se sont fait mal et qui arrêtent, soit sur les gars qui font des allures de marathoniens qui vont courir les JO. Mais si je me compare à ces gars-là, je suis très mauvais. Et si je regarde que ceux qui se sont blessés, qui ont un problème au genou, machin, en fait, je vais plus courir. Donc les réseaux sociaux, c'est intéressant à un moment pour se lancer, mais il faut savoir prendre aussi beaucoup de distance et de recul, parce que sinon, on est dans un monde qui n'existe pas, et ça va me permettre d'aller sur la quatrième idée reçue qu'on voudrait casser aujourd'hui, c'est le fait qu'on peut atteindre des résultats exceptionnels avec peu d'actions, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, moi je le vois avec la crypto, je le vois avec la bourse, ça c'est complètement délirant. La plupart des gens qui vous en parlent ne savent même pas de quoi ils parlent, mais ils vont vous dire qu'ils ont des résultats exceptionnels. On a aussi ce phénomène en location courte durée, et je voulais prendre l'exemple des sites de réservation en direct avec les personnes qui vont vous vendre du rêve en vous disant mais moi j'ai fait 2-3 actions SEO et bam, je suis premier sur Google, ma fiche elle est première et je fais 80% de mes réservations en direct. Bon, c'est pas vrai. Voilà, Ouais, c'est pas vrai. ça marche pas comme ça. Il y a Le du SEO, boulot c'est un derrière. travail qui est long. Il y a un grand temps d'indexation du site. Il faut vraiment avoir une vision de long terme. Et il ne faut pas s'imaginer si demain vous faites un site internet, vous indexez votre site, vous faites tout le travail comme il faut, et bam, vous passez premier devant tous ceux qui l'ont fait il y a 2 ans. Et donc, en Ou fait, devant des ce sera énormes toujours la marques qui ont un prime. budget énorme, en fait. Voilà. C'est Et ça. puis alors, voilà, on en parlait, quand tu es en lutte, un site de réservation, il va être en concurrence avec Airbnb et Booking, qui eux dépensent des milliers, voire des millions d'euros en Ouais. publicité. Tu ne vas pas pouvoir les dépasser comme ça. Lauriane, je crois que toi tu voulais dire la même chose, mais sur Moi j'ai la même chose, Instagram. mais sur Instagram, justement, donc à ma journée là, dans le sud, sur les marchands de biens, il y en a quelques-uns qui font de la location courte durée et qui me disaient: «Ah moi c'est bon, j'ai lancé mes appartes, j'ai fait mon site j'ai fait mon site». Non, ils ont pas fait un site. Ils ont pris en plus une page sur un PMS, donc sur un channel manager qui, on l'avait vu encore avec Smobu, qui nous avait dit que c'était hyper mal référencé ce genre de page en fait. Donc j'ai fait ma page là-dessus, mais elle est loin derrière, on la voit pas. Donc j'ai besoin. Ils ont quand même conscience qu'ils ont besoin des réseaux sociaux. Cool. Alors là, je suis contente. Pour une fois, j'ai pas besoin de me battre. Là, ils l'ont compris. J'ai besoin des réseaux sociaux, mais j'ai pas le temps. Et alors ça, mais j'ai ça à chaque fois. Et c'est pour ça que j'ai fait la formation. J'ai fait cette formation Follow BNB pour ces gens-là, parce que j'ai pas le temps. Donc je veux prendre quelqu'un qui me fait le boulot. Mais c'est comme tout. Si tu veux prendre quelqu'un qui fait le boulot, c'est un coût. Et c'est pas 90 balles par mois, quelqu'un qui te gère des réseaux sociaux, d'autant plus quand il n'existait pas. S'il faut créer, l'alimenter au départ pour qu'il y ait une base de clients, ça prend vachement de temps et donc ça a un coût. Et c'est pour ça, tu vois, quand je leur dis ça, ah non, mais là, je suis pas prêt à payer cette somme-là. C'est 490 balles pour un site de départ, tu vois, pour une page Insta de départ, par mois, hein, pas par an, les loulous, hein, par mois. Hein. Mais parce qu'il y a du boulot derrière, il y a vraiment du boulot derrière, c'est des heures de travail. Et en plus, vous devez faire les vidéos, vous devez faire les photos, parce que ça, le community manager, la personne qui s'occupe de votre communication, elle peut pas venir dans les apparts. Aussi, si elle vient, elle va vous facturer, mais beaucoup, beaucoup plus cher son déplacement. Et c'est pour ça que j'avais créé la formation Follow BNB. Et donc là, j'en parle, ah ouais, c'est génial et tout, ah oui, mais ça va me prendre du temps. Bah ouais, mais en fait, t'as rien sans rien. Là, c'est presque un coup de gueule, tu vois. C'est qu'à un moment donné, t'as rien sans rien. Ou alors, Mais c'est comme les travaux. mais c'est comme les travaux, chez en toi. fait, c'est la même chose. Si tu les fais chez toi, si tu les fais toi-même, ça te prend du temps et ça te coûte un peu moins cher. Et si tu n'as pas le temps, tu fais appel à un artisan, mais ça te coûte plus cher. Tu payes l'artisan. Ouais. Et tout fonctionne comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas de solution où quelqu'un va le faire. Ou comme tu disais l'autre jour, comme tu me disais là en préparant l'épisode, là, en fait, je te paye mes co-résultats ou je te paye au sourire. Oui, c'est ça. Je ferai ta T'as les pub gens à qui un veulent te copain. payer. Si je fais de la résa en direct, si j'ai des commandes et des réservations qui viennent des réseaux sociaux, je te paye à ce moment-là. Oui, non, c'est pas ça le Ouais, mais boulot, si quoi. tu me fournis. Alors, sur le principe, ça peut s'entendre, et encore, c'est très très discutable. Mais si tu me fournis pas le contenu,
Si Mais c'est ton ça. offre, elle a pas de valeur ajoutée, si c'est la déco de mamie et que t'es même pas, t'as pas de positionnement clair et que t'as pas travaillé ton offre, t'auras beau avoir le meilleur community manager, si t'as pas d'identité, si ton business il fait la même chose que ton voisin, bah en fait, pourquoi le voyageur il viendrait chez toi, même Mais si ouais. t'as le meilleur community manager du monde. Un bon community manager, c'est celui qui va mettre en valeur, qui va faire exploser la visibilité de ta valeur ajoutée. S'il n'y a C'est pas de ça. valeur ajoutée, il fait rien exploser du tout. Bah oui, Euh, clairement. ça, c'est, Et ça, tu il peux faut pas bien. te contenter. Moi, je sais que souvent, on me dit: «Ah oui, mais regardez, là, il y en a qui font des posts, tu vois, bah, 3 raisons de venir chez moi, machin». Alors ça, c'est bien, ça alimente un petit peu, tu vois? Mais à un moment donné, il faut quand même que tu aies du concret, on en a déjà parlé. Voir, des images de, bah, tiens, comment on entretient, comment on répare, ou qu'est-ce qu'il y a à faire dans le secteur, en vidéo, tout ça. Voilà, tout ça, c'est à mettre en place. Après, effectivement, le community manager, lui, va le mettre sur les réseaux, va faire vivre, va savoir quand le poster, et va répondre aux gens, va créer en fait une La communauté. synergie et la communauté. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on lui donne. Et c'est pour ça, je le redis, 300, non mais je me trompe à chaque fois, c'est même moins cher. À chaque fois, je dis 390 €, mais c'est 290 €. Cette formation, on la vend à 290 €. Et là, vous avez plus de 6 heures de formation où vraiment, j'explique tout. Alors, arrêtez de venir me poser des questions. Faites cette putain de formation. Mais non, c'est pas, si vous êtes bon, la prenez pas. Mais souvent, c'est vraiment quelque chose où on pêche et Mais c'est hyper important. Et une fois, d'autant plus que quand tu le connais, après, tu peux déléguer. Une fois que tu as fait, parce que c'est la base qui est le plus difficile à faire. Une fois que tu as tout fait, ce boulot-là, dans quelques mois, c'est pas un souci. Là, tu peux déléguer à quelqu'un et dire à un community manager, mais écoute, tu vas me faire que 2 posts dans la semaine. Et Ouais, là, mais au moins, tu c'est vas beaucoup savoir moins ce que cher. tu veux. Mais Tu déjà, vas tu sais savoir faire ce que tu veux. ce que tu veux. Et encore, je vais vous dire un truc, hein. Là, je vous dis ça, vous allez dire, ah ouais, je vais pouvoir déléguer. Mais quand une fois, ça va être ancré dans votre routine, vous allez même plus vous en rendre compte et vous aurez plus besoin de le déléguer. Mm. Mais ça, je le mets entre parenthèses parce que là, au stade où la plupart sont, ils s'en rendent pas compte qu'à un moment donné, ça va pas prendre beaucoup de temps. C'est comme chaque chose, c'est une fois que tu as ta routine, eh Mm. ben, ça prendra plus beaucoup de temps, tu sauras le faire, ça ira vite. Mm. Là où je voudrais rebondir sur un truc qui est intéressant, c'est sur le community management. Je vais faire le parallèle avec Roger Federer. Vous allez voir, c'est un grand écart intellectuel. Roger Federer, il disait, dans sa carrière, il a souffert d'un truc, c'est qu'il avait un style de jeu qui faisait qu'on pensait que c'était facile pour lui. C'est-à-dire qu'il y avait une telle élégance à jouer que on ne voyait pas la difficulté que lui avait à pratiquer un coup ou à gagner un match. En fait, il sortait de ces matchs, on a l'impression qu'il avait écrasé son adversaire avec une telle facilité qu'il avait finalement pas travaillé. Et lui, il en a beaucoup souffert, ce qui explique aujourd'hui. Bah, le community management, le community manager, eh ben, il faut le voir de la même façon en fait. C'est qu'on a, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est facile parce que il y a les influenceurs, parce qu'il y a les youtubeurs, parce que tout ça. Puis souvent, on Euh, me dit, non, mais il y a que à poster. et il n'y a Bah, en que à fait, non. poster. Et ben non, parce que c'est le côté facile que vous voyez, c'est le côté un peu élégant, mais derrière, tout le travail qui est fait derrière, si on prend par exemple les youtubeurs, enfin, les gars ont des équipes, hein. Une chaîne qui a 100 000 abonnés, elle a au moins deux personnes dans son équipe, en plus de la personne qui présente. On peut prendre le podcast Esprit BNB, hein. Nous, on est 3 et ça fonctionne parce qu'on est 3. Si on était tout seul, il n'y avait qu'une personne sur ce podcast, Ça va aussi. on ne travaillerait pas de la même façon. On n'aurait pas soit les réseaux sociaux, soit on n'aurait pas notre plateforme, soit les épisodes seraient beaucoup plus courts, ou on n'aurait pas Moins autant d'invités. souvent. Voilà, il faut bien prendre en compte tout ça. C'est pas parce que ça a l'air facile que ça l'est. Et donc du coup, quand vous avez un prestat qui vous propose quelque chose, en fait, c'est vrai que on peut tomber des nues à se dire ah oui, en fait, c'est ce prix-là. Moi, je le vois notamment avec les sites internet. Quand on nous sollicite donc avec Et encore, vous Samy n'êtes pas cher, hein. pour Macomimo, les gens découvrent qu'un site internet, ça peut coûter 3 000, 4 000 euros. Et donc, c'est vrai que quand ils viennent nous voir et qu'on leur propose les sites, ceux qui ont déjà vu les prix avant par des développeurs se disent ah, vous êtes beaucoup plus compétitif. Mais ceux qui n'ont pas cette notion de prix de marché, ils se disent ah, mais c'est cher. Et donc, il y a toujours la question du c'est cher par rapport à quoi? C'est quoi mon objectif derrière? Et donc, quand vous trouvez quelque chose cher, la première chose à faire, c'est d'aller comparer. Parce que ne vous dites pas c'est trop cher par rapport à mon budget. Ok, si c'est trop cher par rapport à mon budget, je vais voir s'il n'y a pas une solution plus intéressante. Mais s'il y a un moment, votre budget il est au ras des pâquerettes,
vous ne pourrez pas non plus vous permettre d'avoir une prestation sur quelque chose. Donc c'est pour ça, il faut vraiment avoir une vision de long terme, une vision d'investisseur. Vous investissez dans votre business, mais investissez aussi dans les outils pour faire fonctionner votre business. Alors, j'en reviens au chef d'entreprise. Une entreprise, elle a, quand elle démarre, tu as un budget com. Quand tu fais ton business plan pour démarrer ton entreprise, tu as quand même un budget communication. Et souvent, c'est l'erreur que la plupart font en location saisonnière, c'est que tu as ton budget travaux, et voilà, et ça s'arrête là. Ouais. Et ça va pas plus loin. Et alors que non, pour que ça fonctionne, pour que tu te démarques d'autant plus maintenant où il y a beaucoup plus de concurrence, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu intègres quand même un budget com. Et tu n'as pas besoin d'intégrer des sommes folles, mais Ah, tu peux dire, c'est le prix que tu mettrais dans un canapé. Enfin, c'est ça, voilà, c'est vous c'est ça, c'est faites le prix d'un canapé. Et puis vous sinon, équipez pas le logement en allant sur le bon coin. Enfin, même exactement. si vous pouvez trouver quelques trucs, mais Mais pas tout, ouais. vous allez aller tout acheter neuf et vous Mais allez ça se avoir une pas vision budgétise. client. Et une fois que tu l'as budgétisé au départ, eh ben ça te fait pas mal parce que tu dis voilà, j'ai un budget com, allez, je sais pas, 1000 balles. 1000 balles, c'est pour ma première année mais ça va me permettre de lancer, ça va me permettre d'avoir Mm. plus de résas en direct, ça va permettre de me démarquer des autres, donc d'avoir juste plus de résas tout court. Et ça, c'est intéressant. Et ben, j'en reviens à la formation Follow BNB à 290 €. Bon sang, qu'elle est pas chère. Le truc, c'est que là, bah, tu n'as pas besoin de budgétiser autant d'argent, mais par contre, budgétise, alors dans ce cas-là, un peu de temps, prévois un peu de temps. Dis-toi, ben voilà, au début, eh ben, il faut que je me mette 1 heure par semaine pour faire ça. Et puis, une fois que c'est rentré, c'est même plus, c'est une demi-heure par semaine, en fait. On s'en rend Oui, même parce que plus compte. c'est aujourd'hui, ouais, c'est un peu la problématique de cet effet de loupe du méga positif. C'est quand on se dit il faut poster 10 fois par jour, il faut faire des stories, il faut mettre sa tête. Ça aussi, c'est une idée reçue. Vous n'avez pas besoin de mettre votre tête pour parler de votre business. Non, Vous moi, pas mettez du juste tout. vos logements. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que pour un loueur, donc qui soit investisseur ou sous-loueur, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 abonnés. Je vais reprendre la phrase de Mehdi qu'on a reçue dans les premiers épisodes qui nous disait « Mais moi, je vends que 365 nuits par an par logement. » Donc, globalement, vous n'avez pas besoin d'avoir une communauté d'1 million de personnes. C'est aussi ça, ce truc, c'est de se dire qu'avec une communauté de 300, 400, 500 personnes, c'est largement suffisant pour alimenter vos réservations en direct. Il faut aussi avoir ces notions d'échelle qui sont hyper importantes. Et donc, du coup, pour avoir 300, 400, 500 abonnés, ce n'est pas des stratégies de créateurs de contenu que vous avez. C'est beaucoup plus simple que ça. Bon, après, Ouais. Lauriane explique ça beaucoup mieux que moi dans l'atelier qu'on propose. Ah oui, Mais c'est vrai qu'on a voilà, l'atelier aussi. il faut vraiment avoir cette vision d'investissement. Moi, je vais prendre un exemple que j'ai vécu avec ma Comimo. C'est des voisins qui rénovaient un gîte, 100 000 balles de travaux. 100 000, hein, c'est pas une petite rénovation. Tiens, je vais leur proposer un site de réservation pour qu'ils prennent des réservations en direct. Quoi. Ils ont un bel investissement. Ah non, c'était soit fallait que je le fasse gratuit, soit voilà. Je dis, mais du coup, vous vendez comment? Vous vendez comment? Aujourd'hui, vous allez passer que par les plateformes. Et en fait, ce qui vous plaît, c'est que vous ne paierez qu'à posteriori vos commissions, mais vous allez payer ad vitam aeternam. Ok, j'investis Airbnb, ça me coûte rien. Booking, ça me coûte rien à l'entrée. Par contre, quand je fais le total des commissions que je lâche sur un an, vous allez voir, faites le calcul. J'ai des gens qui me contactent, qui me disent ouais, mais quand je lâche 10 000 € à Booking par an, en fait, si je pouvais prendre 30% de résa en direct et que je pouvais me garder 3 000 €, finalement, mon site, il peut être amorti quand même. Et il ne s'amortit pas sur un an, il s'amortit sur toute la durée de vie de votre location courte durée. Exactement. Donc, il faut vraiment avoir une vision d'entrepreneur, d'investisseur, mais tout en ayant un regard quand même très réaliste sur les performances. C'est-à-dire que c'est un site de réservation en direct. Vous n'allez pas faire 30% de réservation dans le mois qui va suivre son installation. C'est un travail de longue haleine. Vous allez lancer votre Instagram, même avec 300, 400, 500 personnes, c'est suffisant. Mais c'est pas en un mois que les 500 arrivent. Clairement. Ça va prendre plus de temps que ça. Voilà, il faut quand même avoir une vision. Il faut se projeter. Voilà. Mais parce que c'est un peu le défaut
d'Airbnb et de Booking, c'est qu'ils vont vous apporter tout de suite une masse de clients puisque c'est leur rôle de plateforme de mise en relation. Mais tout n'est pas aussi rapide que ça. Et si vous prenez n'importe quel autre business, c'est pas vous proposez votre produit sur le marché et tout de suite on l'achète. Non, vous avez besoin de vous construire petit à petit. Et en fait, Instagram, le site de réservation en direct, ce sont des outils de commercialisation classiques qui respectent des temps classiques, contrairement à la mise en location d'un bien sur Airbnb ou Booking ou Abritel ou n'importe quelle autre plateforme, qui va être beaucoup plus rapide puisque les algorithmes vont vous pousser, vont faire tout ça, et pour que tout de suite vous ayez des clients. Voilà. Mais ça, Ça, vous le payez. Hein. mais ça c'est clair, mais pas si cher que ça en fait, hein. Franchement, pas si cher que ça, parce que c'est hyper important de le faire. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que surtout, là, les auditeurs, vous qui nous écoutez, je sais très bien que vous avez pas envie, vous avez le mindset où vous dites, vous le faites pas en général que pour un appartement. Vous avez envie de dupliquer. Et donc, quand vous dupliquez, ça veut dire que déjà, le coût est dilué, clairement, hein. Le coût est dilué. Et puis, pour le coup, avoir plus de résas en direct, c'est beaucoup plus intéressant à ce moment-là, quoi, clairement. Bon, Plus je pense d'argent, de pognon, de flouze. on a cassé quelques idées reçues, et puis pour les plus attentifs d'entre vous, on aura fait un petit peu de placement de produits, parce que si on a toutes ces visions d'idées reçues, c'est parce qu'aussi nous, on essaye de répondre à ces problématiques-là en apportant des solutions concrètes et dans des budgets qu'on juge compétitifs, parce qu'on a bien conscience que ça peut être restreint et que quand on fait de la location courte durée, ça reste une activité annexe, et que ce n'est pas non plus une vision où on veut s'endetter non plus indéfiniment. On veut quand même un retour sur investissement rapide. C'est pour ça que nous, on a travaillé sur ces solutions-là, qu'on accompagne aujourd'hui, que ce soit des investisseurs, des sous-loueurs, des conciergeries et plein d'autres encore, avec notre vision qui est partagée et en fait notre vision globale. Donc, c'est des idées reçues. Il y en a beaucoup dans la location courte durée. Il y en a encore plus dans le business en général. C'est bien d'échanger avec ses pairs. C'est pour ça qu'on préconise de faire un maximum d'événements autour de chez soi, de rencontrer ses concurrents, de faire des salons, parce que c'est comme ça aussi qu'on casse les idées reçues. Et puis, il y a des fois aussi, il ne faut pas se comparer. Hein. Ça semble paradoxal, mais des fois, il faut aussi arriver à être satisfait de ce qu'on fait soi, parce que c'est pas parce qu'il y en a qui font mieux que nous, on est moins bien que tout le monde. En fait, vous faites déjà, ne serait-ce que faire de la location courte durée, d'avoir investi dans un bien pour l'exploiter, vous êtes déjà, en termes de patrimoine, au-dessus de la majorité des Français. Donc du coup, il faut bien le prendre en considération. Et il y a plein de choses à valoriser. Vous pouvez aller loin dans ce que vous faites. Ne vous arrêtez pas aux idées reçues et allez toujours plus loin. Voilà. Lauriane, tu veux rajouter quelque chose avant que je lance ma super conclusion? Non, c'est parfait. Vas-y, conclue. Bon, et bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que là, on a fait 5 idées reçues. Si vous en avez d'autres que vous voulez qu'on casse, envoyez-les nous par DM sur Instagram ou par mail. Notre mail, DM, je veux bien, et à la rigueur, même des fois avec des vocaux, parce que l'autre jour, j'ai intégré dans un épisode un vocal et c'était pas mal. Ah bah écoutez, envoyez des vocaux à Lauriane. Pas trop quand même. Inscrivez-vous à la newsletter sur le site espritbnb.com pour recevoir nos dernières actualités, recevoir chaque mardi un mail avec l'épisode. Vous pourrez retrouver sur la plateforme l'épisode avec un résumé, avec le lien vers les différentes plateformes d'écoute et tous les liens utiles. Quand on peut vous avoir des bons plans, on vous les partage sur notre site. Vous pouvez y retrouver aussi toutes les formules d'accompagnement qu'on peut vous proposer. Donc n'hésitez pas. Et puis alors, comme d'habitude, parce qu'on est finalement des petits créateurs de contenu, n'hésitez pas, même plus que ça, allez nous mettre une évaluation sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Ou si vous êtes sur YouTube, pensez à nous laisser un petit pouce. Je ne sais plus quelle couleur il est, s'il est bleu, s'il est rouge, je ne sais plus. Bref, laissez-nous une évaluation, un commentaire. Ça, on est toujours preneur. Et sur les plateformes d'écoute, laissez-nous un avis. On aime bien les lire, surtout Samy. Je passe le bonjour
bonjour à Mireille qui lui a laissé un petit coucou. Et puis, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un épisode d'Esprit BNB. C'était Maxime et Lauriane. Je vous souhaite bonne route à ceux qui sont en voiture et une belle journée pour ceux qui ne sont pas. Ciao! Bye bye!